blanche. 40 nuances de Next. 40 nuances de Sista est le podcast Petite Sœur de 40 nuances de Next qui traditionnellement commence par ce message. Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40, nous avons voulu, avec Olivier Mathieu et Thomas Benzazon, féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Je vous propose de découvrir les Sista du Next 40, un podcast clin d'œil au collectif du même nom porté par 3 femmes entrepreneurs, Valentine Delasteri, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Et aujourd'hui, c'est toi, Tatiana, que je reçois à mon micro à l'occasion de la publication de ton livre « L'entrepreneuriat, un nouveau féminisme et si les femmes étaient l'avenir de l'économie française ». Salut Tatiana. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors pour ceux qui arriveraient tout juste sur la planète entrepreneur, je vais quand même faire une micro-description et une micro-présentation de qui tu es. Tu es une entrepreneure chevronnée, une femme de conviction, d'engagement, après avoir monté plusieurs boîtes dans la tech, et on y reviendra. Tu as donc lancé en 2018, avec Céline et Valentine, le collectif et l'association Sista, dont la mission est de faire émerger une génération de leaders diversifiés en réduisant les inégalités de financement entre les hommes et les femmes entrepreneurs. Tu nous racontes ce début ? Bien sûr, avec plaisir. Ouh là là, les tout débuts. Alors, par où commencer ? Ça fait 5 ans, c'est vrai que j'ai un peu la tête dans le guidon avec Sista. Ouais. Mais c'est vrai qu'à la base, moi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2009 avec la conviction que l'entrepreneuriat était l'ascenseur social et inclusif le plus fort et la plus belle des aventures parce que ça permettait notamment à une femme, et c'est d'ailleurs l'histoire de toute ma famille, de finalement monter dans l'échelle, acquérir la propriété et avoir une destinée qui pour moi ressemblait beaucoup plus à une aventure que l'économie traditionnelle, parce que quand on est entrepreneur, on commence sur un plancher. On n'a pas cette logique de plafond de verre. Et donc moi, je suis sortie d'école, j'avais fait des études de droit. J'avais réalisé à quel point le monde était terriblement hiérarchisé. J'avais pas très envie d'attendre. Et mon impatience, je pense, m'a poussée à entreprendre. Et j'ai passé les 10-12 premières années de ma vie d'entrepreneur à ne pas du tout voir le problème, entre guillemets, des femmes entrepreneurs et des inégalités de financement, parce qu'on a connu, donc avec Lara, mon associée, des débuts assez incroyables. On s'est rencontrés donc en école de commerce, on a incubé notre première société à l'incubateur d'HEC où on s'était rencontrés. C'est là aussi où tu as rencontré Céline ? C'est aussi là où j'ai rencontré Céline. Alix, énormément de mes amis, qui sont devenus mes amis et qui le sont toujours. Et donc, quand on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, on a eu la chance de connaître très tôt une levée de fonds et puis une vente. Et donc, moi, je me suis dit, mais en fait, le potentiel de l'entrepreneuriat adossé à la logique numérique, qui est qu'on n'a plus besoin de capital pour entreprendre, mais on peut entreprendre avec... À l'époque, on avait mis 3 000 € chacune. J'étais fascinée. J'ai rien vu d'autre que le fait que c'était absolument extraordinaire et que ça permettait de résoudre des problèmes, voir des trous dans la raquette et y trouver des solutions, rencontrer des gens, avoir le luxe de pouvoir choisir les gens avec qui on travaillait. Enfin, j'étais uniquement dans une logique de fascination. Et puis, je crois que c'est à partir effectivement de 2018, on nous a posé beaucoup la question, notamment Mounir Majoubi, qui était ministre du numérique à l'époque. On nous a essayé de nous faire réfléchir sur le sujet donc, de l'entrepreneuriat et des femmes. C'était un sujet que j'avais beaucoup abordé, mais sans vraiment comprendre les difficultés, le pourquoi du comment. Plus par rapport à ton expérience ? Oui, je pense qu'on a tous tendance finalement, on a tous tendance à avoir notre propre expérience comme une réalité, ce qui n'est évidemment pas le cas. Moi, je pense que j'avais été élevée
dans une logique d'égalité, que j'y croyais et que j'avais pas du tout envie de voir que le monde n'était pas du tout tel que je pensais qu'il était. Et dans ta promo à HEC, justement, la proportion de hommes-femmes à ce moment-là dans cet entrepreneuriat? C'était une vingtaine de pourcents, mais je pense que c'était 25% à peu près. Mais c'était pas délirant non plus, comme dans pas du tout. Dans certaines filières où il y a 3 filles pour 5 garçons. Non, c'est pour ça aussi, je pense que je l'ai pas ressenti. Enfin, on parle de 30%, enfin il faut à peu près 30% pour qu'une communauté soit correctement représentée. Oui. Et je pense que comme il y avait quand même ce 30% et que j'ai été accompagnée toute ma vie de femmes entrepreneurs, encore une fois, j'ai pas vu que j'étais passée entre les filets, j'ai pas vu que j'étais une exception. Et donc à partir de 2018, j'ai réalisé en comptant qu'on avait été des exceptions. Et je pense que ce qui a fait basculer, et pardon parce que la réponse était très longue, mais vous trouverez une merveilleuse façon de couper. En gros, ce qui m'a fait commencer Sista et ce qui a porté mon engagement, c'est les 2%. Oui. Je n'avais pas réalisé pendant très longtemps qu'il y avait vraiment des inégalités choquantes. J'ai réalisé très tard, et franchement, heureusement, parce que j'ai passé 12-13 ans à entreprendre sans forcément voir tous ces problèmes, et franchement, c'était très sympa. Et donc, à partir du moment où je me suis dit, il faut arriver à compter, il faut compter les femmes pour que les femmes comptent, il faut mesurer, que la mesure précède l'action, et que tant qu'on sera dans une logique de souk à opinion, on n'arrivera pas à avancer. Et c'était vraiment le cas parce que sans chiffres, tout le monde y va de son analyse. Alors, c'est en fonction... Le sujet du genre, c'est un sujet extrêmement compliqué parce que tout le monde a un avis. Et il est très peu data-oriented. Il est fonction de si ta mère travaille ou pas, si toi tu travailles, si tes enfants sont comme ça. Et tu disais même le sexe des enfants pouvait jouer aussi beaucoup par rapport aux projections qu'on fait. Bien sûr. Enfin, il y a énormément c'est inimaginable à quel point c'est un sujet sur lequel personne n'est d'accord. Et tout le monde a sa façon de regarder le problème et d'envisager des solutions. Et vous, encore une fois, vous êtes dit, on va prendre la data et on va être... Ouais. Dans ce bordel, on s'est dit, il n'y a qu'une solution pour mettre tout le monde d'accord, c'est de sortir les chiffres. Ouais. Et l'avantage des chiffres, c'est vraiment... Enfin, la puissance des chiffres, pour moi, est fondamentale sur ces sujets-là parce que ça met tout le monde d'accord. Enfin, c'est censé mettre tout le monde d'accord. Parce que, quand même, c'est des chiffres assez objectifs. L'avantage que nous, on a eu, c'est qu'on a très tôt commencé à travailler avec le BCG, le Boston Consulting Group, qui nous a vraiment énormément aidés dans cette logique, parce qu'on s'est retrouvé dans une vraie logique d'analyse, d'analyse et d'envie aussi d'apporter à l'écosystème une transparence qui, pour le coup, n'existait vraiment pas et qui existe un tout petit peu plus, mais pas complètement aujourd'hui. Et de légitimité aussi, peut-être. C'est-à-dire que ça vous a peut-être aidé à être un peu plus entendu parce qu'il y avait le label BCG. Peut-être. Enfin, je pense que c'est un mix de... c'est un gros boulot quand même. On sort notamment là, je pense, notre 8e baromètre. Je pense qu'il y a ce qu'on appelle un data gender gap en général. C'est très vrai aux États-Unis, en Europe aussi. Et donc d'avoir un partenaire qui fournit tous les ans, 2-3 fois par an, de la donnée de qualité, c'est assez unique. Et effectivement, comme tu dis, ça permet de crédibiliser évidemment la démarche. Alors, tu dis 2% dans ton livre et dans les médias aussi, tu as l'habitude de dire 2%, c'est moins qu'un pourboire. 2%, c'est en fait le pourcentage de fonds qui sont alloués à des femmes par rapport à tous les capitaux qui sont alloués, donc ce qui est vraiment très très peu. Donc vous vous battez pour ça, et pour ça, vous êtes allé voir les membres de l'écosystème. Et j'ai une question pour toi à ce sujet. Vous avez un message. Bonjour Tatiana, c'est Louis de Madines. Sista s'est engagé à réduire les inégalités de financement entre les hommes et les femmes dans l'entrepreneuriat, un combat qu'on soutient depuis le début de Madines. Peux-tu nous parler des défis majeurs que tu as rencontrés en tentant de convaincre les fonds de capital risque d'adopter des pratiques plus inclusives? Et quelles stratégies se sont révélées les plus efficaces pour surmonter les biais cognitifs et promouvoir un financement plus équitable des startups fondées par des femmes? Donc, question de Louis de Madines. Merci Louis de Madines, quelle formidable question. Alors, la question est un peu en deux temps. Quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées On peut peut-être commencer par là. Des venture capitalistes, et deux, quelles sont un peu les solutions
ou quelle politique volontariste a correctement fonctionné. Je pense que sur la première question, je vais y répondre peut-être un peu en 2 temps. Je pense qu'il y a une première difficulté qui a été de convaincre l'écosystème de signer la charte Sista-Sénum. Et donc de s'engager dans une politique volontariste qui ressemble à des quotas. Et alors ça, c'est vraiment le grand méchant. Le gros mot. Exactement. Et donc, et après, il y a Sista Fun qui est un peu différent, peut-être. Oui, dont on en parlera après. Oui. Et donc sur Sista, je pense que la difficulté, ça a été de faire comprendre, et je pense qu'on a encore besoin de l'expliquer, qu'on pointait personne du doigt. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Notre démarche, elle s'est voulue dès le début très collective, dans le sens où c'est une démarche associative, non-profit, dans laquelle on a embarqué énormément de femmes et d'hommes de l'écosystème, que ce soit de l'écosystème numérique, mais aussi un écosystème un peu plus classique, on va dire, de l'entreprise classique, pour justement aussi avoir cette logique intergénérationnelle et puis intersectorielle quand même si on s'attaquait à la tech. Et je pense qu'au début, la réaction de chacun, c'était de dire « mais moi, j'y suis pour rien, j'ai pas assez de dossiers. J'aimerais bien investir dans des femmes, mais je reçois pas assez de dossiers et j'y suis pour rien. Et donc, je ne peux rien faire. » Et donc, je pense que la première étape importante, ça a été vraiment, et je pense qu'il faut qu'on continue à la faire, dire qu'on est tous terriblement biaisés. Que c'est une programmation par défaut et qu'il faut qu'on arrive tous à en prendre conscience et à agir dessus. On n'a pas voulu, quand on a lancé, entre guillemets, cet écosystème, même avant que la French Tech existe, se retrouver avec des chiffres aussi catastrophiques. Moi, j'ai été portée par cet enthousiasme et je suis un peu un enfant de cet écosystème. Donc, je ne peux pas pointer du doigt qui que ce soit, puisque j'ai bénéficié finalement aussi de systèmes. Qui a contribué d'une certaine manière aussi. Je me suis beaucoup investie et je pense que l'idée, encore une fois, c'est d'arriver à faire comprendre qu'on est tous responsables, malheureusement, parce qu'on n'a pas régulé cet écosystème. Et donc, quand on regarde dans l'univers un peu plus traditionnel, on remarque qu'avant les quotas, il n'y avait pas d'avancée et au contraire, il y avait des tendances à reculer absolument dramatiques, et qu'à partir du moment où il y a eu l'instauration de quotas avec la loi Copé-Zimmermann, il y a eu quand même un certain nombre d'avancées, et le Haut Conseil à l'égalité l'a beaucoup démontré ces dernières années. Et donc, moi, ce que j'essaye juste de dire, et ce qu'on a essayé de dire notamment avec le Conseil national du numérique qui nous a beaucoup aidé dans cette démarche, c'est de dire il faut que toutes les parties prenantes prennent la responsabilité et trouvent une façon de s'imposer une feuille de route. Et cette feuille de route est d'avoir 25% de boîtes dans leur portefeuille où il y a au moins une femme cofondatrice. Voilà, c'était des objectifs qui finalement étaient pour moi peu ambitieux. À partir du moment où on n'a pas parlé de pourcentage de détention, on a juste dit une femme dans l'équipe fondatrice. Et on arrive aujourd'hui rapidement à 2025 et on verra comment sont les résultats. Mais je pense encore une fois qu'au moins, il y a eu 5 années où il y a eu cette vraie réflexion et cette vraie tentative, qui n'est évidemment pas terminée, d'arriver à un peu plus de parité dans un écosystème qui, pour moi, a échoué dans sa mission de parité. Quand tu dis peu ambitieux, parce que finalement, une femme, on peut y arriver, en fait, c'est qu'initialement, dans la V0 de ces chartes, tu voyais plus grand. Oui. Des contraintes. Tout à fait. Enfin, moi, je pense que ce qu'on essaye de faire, c'est d'arriver à rétablir l'accès au financement. Et l'accès au financement, c'est évidemment donc les levées de fonds. Tu disais tout à l'heure donc sur les équipes féminines, le fameux 2%. Je reprends juste. En gros, on considère qu'il y a 3 catégories d'équipes: les équipes 100% féminines, les équipes 100% masculines et les équipes paritaires. Et nous, on tend et on a envie de pousser les équipes paritaires parce que toute la littérature scientifique prouve qu'elles sont plus facilement rentables, que c'est des entreprises qui surperforment. Et donc, globalement, encore une fois, accélérer l'égalité à travers le financement de ces équipes est pour moi un projet merveilleux. Et donc, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est qu'on arrive à avoir de plus en plus de femmes qui ont des parts significatives de la cap table.
dans le sens où si tu as 3 cofondateurs et que tu as 2 cofondateurs hommes qui ont 90% et la femme à 10%, bon, c'est leur choix et c'est très bien si ça fonctionne, mais par contre, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de pousser la parité. Pousser la parité, c'est que la femme ait vraiment une voix dans l'entreprise et dans la stratégie de l'entreprise. Et pour ça, en gros, le chiffre de 30%, qui est mon chiffre sur SistaFund, est prouvé comme étant le chiffre à partir duquel tu passes d'une logique de token à une logique vraiment d'impact. Et donc, à moins de 30%, il ne va pas y avoir d'expression de la communauté femmes, entre guillemets. Et donc, nous, à l'époque, on avait effectivement proposé plutôt 30% de la captable, c'était trop élevé. Et donc, ensemble, on s'est dit qu'à partir du moment où il y avait au moins une femme cofondatrice, c'était déjà génial, quel que soit le pourcentage de détention. Et donc, c'est ce critère-là qui a été retenu. Dans le livre, tu donnes quelques exemples de remarques que tu as reçues qui paraissent complètement lunaire, parce que c'était en 2018, c'était pas non plus dans les années, je sais pas moi, 60, cette histoire. Tu peux nous en raconter quelques-unes au micro pour ceux qui n'auraient pas encore lu le livre? Oui. J'ai vraiment passé. Enfin, je pense que j'ai voulu donner un peu ces anecdotes-là parce que c'est marrant à quel point j'ai tout le temps cette question. Tu vois, la question que tu viens de me poser c'est dingue quand même qu'en 2018, j'ai envie de te dire, c'est dingue quand même que hier soir. Mais bien sûr. En fait, c'est tous les jours. Donc, globalement, on est dans une société où il y a quelques progressistes mais qui s'affichent pas toujours, non plus, parce qu'il y a un peu. Il y a un peu souvent 2 discours en disant bah oui, moi bien sûr je fais tout pour, et puis en fait dans les faits non. Bah je sais pas, alors ça dépend, mais par contre je pense qu'il y a énormément moi je suis fascinée à quel point on voit beaucoup de femmes au sein de Sista, et peut-être que c'est vrai que dans les médias il y en a pas mal, mais on est profondément un groupe paritaire, c'est-à-dire que c'est inimaginable l'aide que j'ai eue d'un Gilles Babinet qui était président du Conseil national du numérique, il est toujours dans la création de cette charte, d'un Cédrico qui nous a énormément aidé pour justement faire signer cette charte, parce qu'effectivement la plupart des venture capitalistes n'avaient pas très envie de signer. Et Adrien Chaltiel, qui est un de vos meilleurs ambassadeurs. Voilà, Adrien Chaltiel, c'est inimaginable l'aide. Enfin, je veux dire, c'est un full-time job. À quel point il nous aide. Il est tout le temps là, il est bénévolement, il porte une voix absolument incroyable. Donc, je pense qu'il y a quand même, je ne dirais pas que c'est une majorité, mais c'est vrai qu'on est entouré de gens extrêmement bien, et donc on a l'impression que c'est la norme. Alors qu'en fait, malheureusement, moi, je suis un peu sur la route depuis 5 ans sur ces sujets, et non, la plupart des discours que je crois, c'est des discours extrêmement, je vais pas dire, enfin, avec des présomptions qui ont plus lieu d'être, des présomptions de manque d'ambition, des présomptions de petits business que les femmes veulent lancer. Et effectivement, on m'a dit un jour, mais je pense qu'on me l'a dit différemment toutes ces dernières années, mais donc un jour, il y a quelqu'un qui me dit, mais Tatiana, quand même, c'est bien ce que tu veux faire, mais être entrepreneur, c'est avoir envie de conquérir, c'est avoir envie de semer sa semence. Voilà. Et là, tu te dis, mais t'aimerais tellement qu'il y ait des caméras un peu partout, pour justement, tu vois, quand on te pose ces questions-là, dire, mais si, je vous assure, moi, j'ai vraiment un best-of tous les jours. Je pense que je fais beaucoup rire aussi mon entourage parce que, encore une fois, j'ai tous les 4 matins des histoires absurdes. Alors, je ne sais pas, est-ce que ça arrive qu'à moi? Je pense pas. Non, je ne crois pas, parce que pour recevoir beaucoup de femmes entrepreneurs à ce micro, et aussi en 2024, elles racontent des histoires c'est hallucinant, qui sont hallucinantes. Et donc, je pense que, je pense que ce qui est très important pour les gens qui nous écoutent, c'est juste de se dire, peut-être que vous les vivez pas, parce que soit vous êtes des hommes, soit vous êtes dans d'autres secteurs. Mais c'est vrai que nous, il y a des remarques absolument hallucinantes, et il faut arriver à continuer à en parler pour que ce soit terriblement obsolète
et dépassé. Tout à fait. Ouais. Mais comme tu vois, dans des équipes paritaires, quelquefois, enfin moi qui suis associée avec un homme, j'ai quelquefois des interlocuteurs qui ne parlent qu'à mon associé et pas à moi. Mais ça arrive aussi. Voilà. Donc on a encore du travail. Pour répondre à la deuxième partie de la question de Louis, qui était qu'est-ce qu'on fait pour quelle stratégie on met en place contre justement ces biais cognitifs? Alors, à partir de 2019, on a mis en place cette charte avec ce qu'on appelle un starting guide qui est disponible sur le site. Et on a plein de tips, on va dire, pour arriver à féminiser et son équipe d'investissement et son portefeuille. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a féminiser son équipe d'investissement, les chiffres sur le venture capital, la place des femmes et à quel point elles sont non décisionnaires sont quand même un peu terribles. Les derniers, c'était qu'il y avait 89% des partenaires des fonds d'investissement français qui étaient des hommes et 50% des fonds où il n'y avait aucune femme partenaire. Bon, c'est quand même des chiffres qui sont un tout petit peu terribles. Et donc, la première chose à faire, c'est de féminiser ces équipes d'investissement. Encore une fois, quand on regarde, il y en a certains qui, entre guillemets, surperforment, donc ça veut dire que c'est possible. Si personne n'y arrivait, clairement, on pourrait se dire que ça ne sert à rien d'essayer. Par contre, c'est pas vrai. Enfin, voilà, il y en a qui y arrivent. Il y a des fonds comme Elaya qui sont incroyablement paritaires et qui surperforment. Donc, je pense qu'on peut très bien avoir des équipes paritaires et, encore une fois, aller chercher des résultats exceptionnels. On a prouvé qu'en fait, la féminisation des équipes, féminiser le portefeuille, donc sur la féminisation du portefeuille, le fait d'avoir des équipes d'investissement féminines a cet effet positif. Et en plus de ça, d'avoir des politiques volontaristes dans son sourcing. C'est-à-dire qu'on investit évidemment en fonction du coverage qu'on a. Donc un fonds d'investissement se doit d'aller voir toutes les boîtes qui se lancent, qui ont du potentiel et dans lesquelles ils pourraient potentiellement investir. Et donc, dans cette recherche-là de deal flow, il faut avoir une recherche avec une politique volontariste où il y a des femmes, parce que sinon, on ne va pas pouvoir investir dans des femmes. Moi, par exemple, j'ai reçu 2000 dossiers avec au moins une femme cofondatrice qui a 30% de la cap table depuis que j'ai commencé. Donc forcément, j'ai investi dans cette équipe avec des femmes et des équipes paritaires. Bon, c'est un tout petit peu plus facile pour Sistafun. Et encore, on ne sait pas. Mais donc, c'est pareil. C'est aller chercher un deal flow plus féminin pour pouvoir, à terme, investir dans une logique d'entonnoir dans des femmes entrepreneurs. Est-ce qu'il y a aussi, je crois que l'année dernière, ou il y a quelques mois, vous avez aussi organisé des choses avec des étudiants. Ça passe aussi par l'éducation de changer ces biais. Bien sûr, c'est marrant parce que j'ai fait effectivement, j'ai eu la chance d'être marraine d'une promotion XHEC cette année. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a organisé une marche de l'égalité. Je pense que c'est à ça. Oui, c'est ça. Et donc, oui. Enfin, si ta question était, est-ce que ça passe par l'éducation ? Évidemment, je pense que c'est aussi une grande excuse. C'est-à-dire que moi, ce que tout le monde m'a dit et ce que tout le monde continue à me dire, c'est oui, mais le vrai problème, c'est l'éducation. Évidemment. Et en même temps, il faut aussi agir là où on peut agir, là où on peut avoir un impact. Je pense qu'on a aujourd'hui une responsabilité dans cet écosystème qui fait que il faut qu'on arrive à faire bouger les choses. Et donc, on le fait dans cet écosystème. Et je pense qu'il y a des gens extraordinaires qui travaillent dessus, qui travaillent plus précisément donc sur l'éducation. Il y a notamment Systémique qui s'est lancé il n'y a pas longtemps, avec Côte de Tain qui a lancé le Women's Forum, Sarah Korn qui l'a lancé là à Marseille. Donc, il y a des initiatives absolument formidables sur ce sujet-là, mais c'est vrai que nous, on s'attaque à ce monde du financement. Et encore une fois, il y a des choses à faire à toutes les étapes de la vie d'une femme, donc ça commence tout petit. Mais il y a aussi beaucoup de choses à faire autour de la réduction donc, de ce funding gap, donc la différence de levée de fonds entre les femmes et les hommes entrepreneurs. Vous avez un message. J'ai un nouveau message pour toi. Bonjour Tatiana, Olivia de Vivatech. En premier lieu, je voulais te redire combien nous étions ravis de collaborer avec Sista et Sista Fund sur notre Female Founder Challenge à Vivatech. Et puis ensuite, j'ai 2 questions. Donc, la première, pourrais-tu partager avec nous ce qui t'a inspiré à créer Sista Fund ? Et la deuxième, on la gardera pour après.
C'est gentil, ça permet de reposer mon cerveau. Je fais genre, je peux faire du multitask, mais en fait, non. Eh bien, Olivia, c'est très sympa d'ailleurs, ce Female Challenge. Bravo aux équipes de Vivatech, mais aussi à 15 Tech avec Caroline Ramat, qui fait vraiment un boulot extraordinaire. Et donc, Olivia, oui, on s'est croisés la semaine dernière. Et donc, qu'est-ce qui m'a inspirée de créer Sistafund ? Alors, j'avais franchement pas de vocation à lancer un fonds d'investissement. Enfin, au départ, quand tu as lancé Sista, tu t'es pas dit je vais lancer un fonds. Mais vraiment pas du tout. Enfin, c'est vraiment inimaginable à quel point c'était pas dans mes plans de vie. Et les gens vraiment qui me connaissent hallucinent. Et d'ailleurs, on a eu récemment avec mon associé un agrément, notre agrément AMF. Et j'étais tellement contente. Je me suis dit, mais à quel moment dans ma vie je me suis dit que j'allais sauter de joie parce que j'avais un agrément AMF alors que j'avais quitté le droit il y a longtemps. Enfin bref. Donc je ne sais, voilà, ce qui s'est passé, la vie est une suite de malentendus. En général, ça se passe bien, donc il faut avoir confiance. Mais en fait, alors déjà, j'ai commencé à investir en 2011. Quand j'ai vendu ma première société. Donc, j'ai vendu ma première société entre 2011 et 2013. Entre le moment où tu vends et le moment où tu pars définitivement. Voilà, exactement. Et donc, on a eu la chance de faire un premier exit. Et quand tu fais un premier exit, tu as un petit peu d'argent. Et donc, j'ai commencé à investir à partir de ce moment-là. J'ai réalisé en 2022 à peu près que ça faisait 10 ans que j'investissais, que j'avais fait x6 sur mon portefeuille. Et en regardant mon portefeuille, j'ai réalisé que j'avais un portefeuille extrêmement genderless, donc avec un angle très genré, essentiellement parce que j'investissais dans les gens que je connaissais, ce qui est évidemment le biais premier de l'investisseur. Et donc moi, j'étais entourée de femmes exceptionnelles qui avaient monté des boîtes dingues, et donc j'avais eu la chance de pouvoir investir dedans. Et donc j'avais un portefeuille très, très féminin, on va dire. Et donc, je me suis dit, mais c'est dingue ça, parce que donc, j'ai investi, j'ai fait un multiple super. Je vois bien que je l'ai fait avec des femmes entrepreneurs. Donc, en fait, les femmes entrepreneurs sont un asset exceptionnel. Donc, je me suis dit, mais finalement, est-ce que je ne trouverais pas une solution pour allier mes deux passions ? Je pense que j'étais à un moment de ma vie où la folie de l'entrepreneuriat dans son exigence de monomaniaquerie et commençait à me peser parce que en fait, voilà, quand on monte une boîte, c'est un produit, une idée, et évidemment pour aller au bout, ça nécessite un tel focus que moi moi j'avais envie d'autre chose, dans le sens où il y a plein de choses qui m'intéressaient. Et donc, je me suis dit, est-ce que j'arriverais pas d'un côté à concilier donc, ma passion pour l'entrepreneuriat ? Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est pas voir le monde tel qu'il est, mais tel qu'il devrait être. Et ma récente passion, finalement, pour le féminisme, qui pour moi est une façon de réorganiser un ordre établi. Donc, si tu combines les deux, tu te dis, en fait, quoi de mieux que de faire un fonds où tu investis dans des femmes entrepreneurs ? Et donc, c'est un fonds qui a pour mission d'accélérer l'égalité femmes-hommes à travers le renforcement du pouvoir économique des femmes, en investissant donc dans les plus belles boîtes montées par des femmes ou des équipes paritaires de l'écosystème. Et tu disais que tu as reçu 2000 dossiers ? Et donc, on l'a lancé en octobre, on a reçu 2000 dossiers, on fait notre 7e investissement là. Et c'est assez exceptionnel de me dire que tous les arguments autour du fait qu'il n'y avait pas assez de femmes, que le vivier n'était pas suffisant, sont finalement une invention de l'esprit. Et non, je suis hyper fière de cette aventure qui continue. On va faire notre second closing dans quelques semaines. Et je pense que c'est une aventure qui effectivement a plein de... il y a une dimension sociétale à travers Sista, il y a une dimension financière, évidemment, il y a une dimension communautaire aussi, parce qu'on a réussi à avoir une communauté de LP assez incroyable. Là où je suis... je pense assez contente, c'est qu'on a réussi aussi à en faire quelque chose de très ambitieux. Moi, ma crainte, quand je l'ai lancé, c'était finalement d'avoir un peu cette condescendance qu'on a autour des femmes entrepreneurs qui, moi, m'embête beaucoup. Et je pense un petit fond. Et malheureusement, ça nous dessert toutes. Et je pense que on est, je pense, une génération où on ne sait pas où se mettre sur la façon qu'on avait avant, je pense, de parler des femmes entrepreneurs et de tenter de les aider. Bon, évidemment, elles n'ont pas besoin d'aide, mais on considère toujours que c'est le cas.
Et donc voilà, moi, je voulais lancer un fonds extrêmement ambitieux pour prouver encore une fois que les femmes entrepreneurs sont un asset incroyable. Et je pense qu'on est sur le bon chemin. Et les premiers retours que tu as des premières boîtes dans lesquelles vous avez investi, qu'est-ce qu'elles te disent ? Pourquoi aussi elles vous ont choisi ? C'est assez génial et en même temps compliqué, franchement, parce que je pense qu'on a créé un appel d'air avec des attentes hallucinantes, parce qu'il y a un besoin vraiment important, mais on reste une asso et un fonds. Donc on peut pas gérer on peut pas complètement absorber le flux qui nous arrive et c'est terrible parce que moi je me retrouve à dire non énormément alors qu'à la base j'adore dire oui et que je suis plutôt quelqu'un de j'ai plutôt vachement de mal à dire non et donc encore une fois je pense que en tout cas moi ma ligne de conduite c'est de me dire il faut que j'arrive à prouver que c'est qu'on est le premier on est le premier fonds Genderlens au monde venture avec cette taille-là. Et donc, il faut que j'ai une responsabilité, il faut que j'arrive à prouver qu'on peut faire x. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra en lancer plein et peut-être arriver à absorber la demande. Mais donc, ce qu'elles nous disent, déjà, c'est... Déjà, elles pensent à nous dès qu'elles lancent des boîtes. Donc ça, c'est incroyable. Et donc, on reçoit tous les jours énormément de decks. Et c'est vrai qu'elles ont envie et d'avoir... je pense qu'on se retrouve dans on est très ambitieux. On n'a pas envie d'aller travailler avec des gens qui ne comprennent pas cette logique et donc qui de mieux que vous pour la comprendre. Je pense que c'est pas complètement vrai dans le sens où il y a plein de fonds qui ont cette écoute-là et moi j'ai eu la chance d'être financée toute ma vie par des fonds incroyables. Donc je pense que encore une fois il y a aussi une représentation des fonds avec que des hommes et donc les femmes ont ce sentiment-là, mais je pense qu'il y a énormément de fonds qui aujourd'hui qui œuvrent dans ce sens. Bien sûr, notamment mais énormément des investors alliés. C'est-à-dire qu'on a une communauté, une cinquantaine d'investors alliés qui sont des fonds, donc avec Sista, avec qui on organise des démos day et qui pour le coup créent aussi énormément de conversations avec ces femmes-là et donc c'est aussi plus facile quand elles ont besoin de lever d'avoir déjà rencontré ces personnes-là lors de ces événements. Je pense que aussi, ce que vous avez très bien réussi, c'est à façonner la marque Sista. Comme tu le disais très justement, quasiment tout entrepreneur qui se lance a entendu à un moment ou à un autre parler de vous. Moi, la question que j'aimerais te poser là, c'est est-ce que tu peux nous raconter les dessous des cartes de vos formidables campagnes de communication qui font à chaque fois beaucoup de bruit et à chaque fois, quand vous les lancez, tout le monde ne parle que de ça. C'est vrai, c'est trop sympa. Je pense que... je sais pas, à mon avis, c'est vraiment c'est vraiment un mix de tous les gens qui constituent Sista, c'est-à-dire que nous, on s'est dit, on a évidemment une mission, c'est d'arriver à faire émerger une génération de leaders diversifiés. Pour faire ça, sur un sujet aussi compliqué que le genre, il faut qu'on arrive à utiliser la data et l'humour, parce que c'est des façons de désamorcer un certain nombre de choses. Et tu remarques que quand les gens rigolent, la conversation ensuite est quand même beaucoup plus douce. Oui. Et ça, c'est assez hallucinant. Vraiment, je continue à trouver ça fascinant et je continue à m'interroger sur comment utiliser au mieux cette logique d'humour et de communication pour faire porter nos messages. Je pense aussi qu'on est dans un monde tech qui, pendant longtemps, a un peu dévalorisé la com, parce que, pas que dans le monde tech d'ailleurs, je pense que la communication est finalement souvent dévalorisée, alors que pour moi, c'est un mix subtil de linguistique, de sociaux, arriver à embarquer des foules avec un message. C'est pas évident et quand on y arrive franchement je pense qu'on peut vraiment changer les choses et je l'ai expérimenté sur Sista mais aussi sur plein d'autres initiatives comme Protège ton soignant où finalement la communication a énormément joué dans la levée de fonds
Et voilà. Et donc moi, je pense que je m'interroge beaucoup sur comment est-ce que je fais pour arriver, alors évidemment sans que ça prenne trop de temps, à utiliser ce levier pour Sista et pour Sista Fun, parce que encore une fois, ça marche bien. Et je prends des exemples comme Welcome to the Jungle, qui finalement est un média-led company. Et c'est un peu pareil avec Sista ou Sista Fun. Finalement, on utilise le pouvoir de la com pour faire passer nos messages. Et donc, et donc les dessous, je sais pas, la première campagne qu'on a lancée, c'était Faut-il être un homme pour lever des fonds ? Et donc, l'idée, c'était à l'époque de la folie de FaceApp. Ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, voilà. Et donc, on pouvait se voir vieux ou se voir en homme ou en femme. Et donc, nous, on a utilisé donc, cette mécanique-là. Et donc, on a fait une campagne qui s'appelait donc, Faut-il être un homme pour lever des fonds ? On a eu la chance d'avoir pas mal de gens un peu iconiques de l'écosystème qui nous ont prêté leur visage. Et je pense que ça joue beaucoup. C'est-à-dire que, en fait, tu prends un bon concept plus quelques personnalités, bah, c'est un combo assez gagnant. Et donc, il y a des femmes comme Mercedes Serra, Marlène Schiappa aussi avait joué le jeu et ça avait aussi fait un effet boule de neige. Il y avait Gilles Babinet, Cédrico, Fleur Pellerin, Roxane Varza. Enfin, voilà. Et donc, il y avait pas mal de gens. On l'a relancé il n'y a pas longtemps, notamment sur la place de l'Opéra et dans toutes les vitrines BNP. Et on a travaillé avec Justine Hutto, avec Claire Breton. Enfin, voilà. Donc, il y a plein de gens qui ont rejoint cette campagne. Et donc, cette campagne a bien marché pour justement essayer de montrer l'absurdité de ce chiffre. Après, on a fait une campagne autour des stéréotypes dans les médias. Et donc ça, en fait, c'est juste assez... Enfin, ça vient souvent c'est juste du bon sens. Dans le sens où, moi, j'ai toujours eu des questions complètement absurdes, mais je me suis toujours dit que c'était normal. On m'a toujours demandé ma routine beauté, notamment les magazines. Mais bon, après, moi, j'en avais pas. Et j'ai toujours senti le truc en décalage, parce que j'ai pas de routine beauté. Même avec ma première boîte, on vendait énormément de cours de maquillage, justement, et j'avais jamais réussi. Enfin, voilà. Et donc, je me trouvais en décalage. J'étais là, et je textais mes amis en me disant, tu peux me donner ta routine. Et après, je lisais la routine des autres. Je me disais, bon, ils ont rien vu, ça passe. Et en fait, je voyais pas le problème. Je me disais juste, j'ai pas de routine. Comment je fais pour répondre à la question ? Et donc, et je pense que quand mon mari s'est mis à entreprendre, donc il y a quelques années, j'ai réalisé à quel point il avait pas du tout les mêmes questions que moi. Et donc moi, pendant le confinement, on me demandait comment je gérais mes racines. Mais je me disais, mais merde, j'ai pas de racines, mais comment, je sais pas moi comment je gère mes racines. Je me dis, mais attends, mais on lui demande jamais à lui comment il gère ses racines. Et puis après, on me demandait, je sais pas, une recette. Bon, effectivement, c'est pas mon truc. Et moi, je culpabilise pas de pas savoir cuisiner, je m'en fiche. Et donc, je disais, mais en fait, non, je sais pas. Et les gens étaient terriblement choqués. Ils essayaient de m'inventer une recette. Et pareil, bon, voilà, on me posait pas la question, on me demandait toujours combien j'avais d'enfants. J'en ai 3, ils sont merveilleux, mais à mon mari, on lui demandait jamais, alors qu'on a les mêmes. Et donc, je me suis dit, mais il y a forcément un problème. Et en travaillant donc avec une agence qui s'appelle Mots-Clés, qui travaille sur la récurrence des mots et l'importance du champ lexical utilisé par la presse, on a fait donc une étude. Je pense que tout le monde a vu la campagne, mais moins l'étude, mais l'étude est passionnante, où tu trouves des trucs dingues. Il a fait mouliner, donc c'est un mec qui s'appelle Raphaël Haddad, qui travaille donc sur l'écriture inclusive et aussi sur ce type de rapport. Donc, il nous a fait un rapport en analysant des articles du Figaro, du Monde, de Madines. Et on a réalisé qu'il y avait des choses qui revenaient, qui étaient absurdes, type l'éternelle jeunesse. C'est-à-dire qu'une femme va toujours être jeune. Alors, un homme, ça va toujours être un homme. Une femme, ça va toujours être une jeune femme. Bon, ce qui est sympa aussi, hein, mais oui. Compliqué, parce que d'un côté, c'est vrai que t'es touché, tu te dis, moi, je préfère être une jeune femme qu'une femme tout court. Et en même temps, c'est compliqué parce que l'éternelle adolescence de cette femme-là fait qu'elle est constamment copilote. Mais elle va pas être pilote, parce que tu vas pas donner les clés à une jeune femme. Tout à fait. Voilà, et donc, on essayait de mettre en avant tout ça. Ce rapport est vraiment passionnant. Si vous voulez aller le regarder, je vous remets le lien. Tu me donneras, on le remettra, le rapport sur le langagière, t'en parles dans le livre. Avec plaisir. Et donc, en gros, on s'est dit, bon, c'est super l'étude, évidemment, personne n'ira voir. Encore une fois, c'était de la data, mais on savait bien que c'était un sujet qui nous intéressait, mais on a bien vu le nombre de téléchargements. C'est-à-dire que les gens ne se sont pas achetés en disant « Ouais, une nouvelle étude, je vais vraiment passer ma soirée à la regarder ». Et donc, il fallait événementialiser un peu cette étude. Et donc, quoi de mieux que de poser des questions absurdes à des hommes. Et donc, on n'a rien inventé. Et qui n'étaient pas au courant.
Non. Parce qu'il faut le dire. Alors, ils n'étaient pas au courant, on ne les a pas non plus piégés. Non, mais tu leur as pas dit en avance que tu allais leur poser comme question. Non, parce mais que on leur a dit... journaliste comédienne allait jouer les questions. Oui, mais au final, on leur a dit, on va vous poser des questions. C'était très clair. Et donc, on leur a dit, on va vous poser des questions qui sont traditionnellement posées aux femmes. Mais donc, eux se sont pas dit, on pose aux femmes des questions absurdes. Mais globalement, on les a pas piégés. Ils savaient le thème de l'interview. Et donc, c'est une vidéo qui a très très bien marché. Et encore une fois, la chance qu'on a eue, c'est d'avoir des hommes évidemment extrêmement connus. Et donc, quand on a des hommes connus associés au talent d'Alison Chassagne, qui est la comédienne, au talent de Malmö Productions, qui a été lancé par Shirley Cohn et Camille Cotin, qui est une boîte de prod absolument dingue. Quand on met plein de gens talentueux dans une boîte, finalement, il en sort des trucs un peu dingues. Et je pense que Sista a la chance d'attirer pas mal de gens avec beaucoup de talent, et donc nos campagnes de com sont peut-être effectivement sympas grâce à ça. Et on en a lancé une il n'y a pas longtemps sur les stéréotypes et sur la logique de conte, en se disant en fait le narratif autour des femmes entrepreneurs, encore une fois, est condescendant, comment on réinvente ce narratif. Et donc on a fait quelque chose d'un petit peu... dans la fiction, donc toujours avec la même comédienne, toujours avec la même boîte de prod, et donc je vous invite à aller la voir. Il y a notamment Léa Salamé, Stéphane Palaise, Kelly Massol, Arbia Smithy qui ont joué le jeu, et c'est très sympa. Je t'avoue que je l'ai même montré à ma fille de 5 ans. et je crois qu'on allait à l'école et je lui montre juste avant qu'on aille à l'école. Et à la fin, c'est « Et vous connaissez une femme entrepreneur ?» Et là, elle m'a répondu « Bah toi, maman !» Et je me suis dit « Bon, on a déjà gagné un point. » Mais oui. Non, mais en fait, ce qui est fou, c'est que c'est la circulation de ces vidéos. C'est que finalement... c'est pas notre but premier, mais d'arriver à travers de la com à casser un certain nombre de stéréotypes et finalement à faire réaliser des choses. Enfin, c'est évidemment la mission de Sista aussi, donc c'est parfait. Si on peut nous s'amuser en le faisant et que ça a une réception avec autant d'impact, c'est absolument génial. Il y a eu une autre campagne qui était un peu « Je hack ton LinkedIn » et je me demandais qui avait été les plus compliqués à convaincre sur cette OP. Mais cette histoire est complètement folle. Enfin, juste pour quand même souligner le fait que Sista a la chance d'avoir donc Mercedes Serra à son board et le groupe BETC qui nous aide énormément. Et donc on a lancé donc cette logique d'inversion. L'idée, c'est de se dire, en fait, les hommes sont terriblement plus visibles sur LinkedIn que les femmes entrepreneurs, et donc on leur a proposé pour la journée de la femme de céder pendant une journée leur compte LinkedIn et donc leur visibilité à des femmes entrepreneurs. Et honnêtement, on s'est dit, c'est sympa comme logique, mais on ne pensait pas que ça allait être aussi... que ça allait autant marcher, dans le sens où... je sais pas, quand on lance quelque chose, tu sais pas comment les gens se l'approprient. En fait, c'était hyper drôle parce que, vous imaginez pas le nombre de trucs qui se sont passés autour de cette campagne, parce que donc c'était même pas difficile de les convaincre. C'est-à-dire que tout le monde, c'était assez dingue. Dans le sens où on a envoyé un certain nombre de mails, donc il y avait des entrepreneurs licornes comme Adrien Nussenbaum, Philippe Corot, Steven Avi, sauf que Steven Avi s'est retrouvé, donc le fondateur de Conto, il m'avait dit oui, évidemment, j'échange, donc avec, c'était Chloé Hermary qui est donc la fondatrice d'Ada School, et le matin même donc, du lancement de la campagne, l'Élysée nous appelle en disant le président veut faire la campagne. Une blague, quel moment, en fait on comprenait pas bien, et donc il voulait absolument faire la campagne entre guillemets. Il s'est dit c'est super, j'ai effectivement une visibilité de quelques millions de followers sur LinkedIn. Je connais évidemment le sujet et en plus les femmes dans la tech, qui est un sujet que porte brillamment Chloé Hermary, donc qui est la fondatrice d'Ada School. Ada School, ça forme donc notamment des femmes au métier du numérique, et donc ils ont inversé pendant 24 heures donc leur profil. Donc Chloé a pris le profil d'Emmanuel Macron. Voilà, d'Emmanuel Macron, et donc elle s'est retrouvée. Donc les screenshots sont à mourir de rire. Donc elle est sur le compte présidentiel, sachant qu'ils nous ont vraiment laissé carte blanche. Et elle dit, elle raconte la vie de sa boîte, et les gens répondent Monsieur le Président. Elle dit non, aujourd'hui c'est complètement absurde, sachant que l'ancien ministre Jean-Noël Barrot avait aussi joué le jeu. Il avait échangé donc son compte avec Yosra Jaraya, qui est la fondatrice d'Astrad, et donc quand ils ont échangé, Bercy était convaincu que c'était un hack.
parce que donc ils se sont retrouvés avec des comptes de ministres avec des photos de femmes qui se sont dit il y a forcément un problème là. Donc il y a eu quelques couacs sur le non c'est pas un hack, je donne volontairement mon profil, enfin voilà. Et il y a eu plein d'histoires. Il y a eu Catherine de chez Visia qui a pris le compte du DG de la Poste. Et moi, j'adore ce genre d'histoire parce qu'encore une fois, il se passe plein de choses. C'est-à-dire qu'elle avait besoin d'un rendez-vous à la Poste depuis quand même un certain nombre de temps, qu'elle avait du mal. Et la semaine d'après, elle était au Comex de la Poste. Enfin voilà, franchement, la com mène à des choses merveilleuses. C'est pas que de la paillette. Je pense que c'est le moment de lancer la deuxième question d'Olivia. Alors, attends, elle est là. Ah oui, il y avait Pardon, je fais des réponses. Tu peux me faire des signes si tu veux. Non, mais c'est moi, je t'ai emmené vers d'autres choses aussi. Comment tu vois l'évolution de l'entrepreneuriat féminin dans les prochaines années? Et est-ce que tu penses que des initiatives supplémentaires devraient être mises en place pour soutenir cette dynamique? Merci beaucoup. Mais comment est-ce que... déjà, je pense que, à mon avis, il faut quand même là opérer un petit changement dans le sens où il faut arrêter de parler d'entrepreneuriat féminin comme si c'était une catégorie à part, on ne savait pas bien quoi en faire. Moi, ce que j'essaye de pousser, c'est vraiment d'arriver à avoir un écosystème paritaire. Et donc, parce que... on peut pas envoyer le mauvais message. Le message, c'est pas on veut que des hommes ou on veut que des femmes. Et donc, il y a eu que des hommes à un moment donné. Maintenant, on va mettre que des femmes. Et je sais que ça paraît absurde, mais encore une fois, il faut qu'on arrive à avoir des équipes qui sont plus paritaires, pour avoir des conditions de travail qui sont meilleures, pour pouvoir recruter des talents féminins. Et c'est aussi une question de responsabilité économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un CEO, d'ailleurs, j'en parlais avec pas mal de cofondateurs, enfin de boîtes qui sont cofondées par des hommes. Et pour le coup, je pense que eux, ils sont dans une difficulté qui est qu'ils doivent recruter des équipes paritaires. Que de la même façon où ils doivent avoir un certain nombre de KPIs de performance pour leur prochaine levée, ils doivent aussi avoir ce type de KPIs. C'est-à-dire que s'ils se retrouvent avec une workforce qui est à 90% masculin, ils vont avoir de moins bons investisseurs. Ils vont avoir un exit qui sera moins bon, une valorisation qui sera moins bonne. Donc, c'est juste une question de santé économique et de bon sens. Et donc, il faut qu'on arrive à se dire comment est-ce qu'on pousse un environnement paritaire, comment est-ce qu'on embarque les hommes entrepreneurs et les hommes investisseurs avec nous, parce qu'il y en a un certain nombre qui sont déjà convaincus, mais pas assez, et que ce n'est pas un sujet de femmes, c'est un sujet... d'humanité. Et de société. Voilà, et donc je pense que les prochaines étapes sur l'entrepreneuriat au féminin, c'est l'entrepreneuriat paritaire. Je ne sais pas si ça existe, mais on va le créer. On va créer ce mot. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous? C'est au cas où tu n'étais pas relaxée. D'habitude, je commence toujours par une question dans cette partie-là, mais là, je ne vais pas commencer par là. Il y a un gros passage dans ton livre où tu parles du fait qu'en tant que femme, on doit être des super-héroïnes. Enfin, on nous demande d'être des super-héroïnes, donc des super entrepreneurs, des super mamans, des super épouses et des super parents d'élèves, des super plein de trucs. Et qu'en fait, il faudrait qu'on se foute un peu la paix, finalement. Enfin, tu le dis pas comme ça. Mais si, bien sûr. Mais là, je redis tes mots. Mais est-ce que tu peux nous partager ta vision là-dessus? Oui, je pense qu'on se met une pression inimaginable et que les femmes aujourd'hui ont 1000 casquettes et malheureusement, elles explosent complètement. Et c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on peut pas se retrouver avec une génération de femmes de 40 ans qui sont beaucoup plus sujettes au burn-out que les hommes, par exemple. Et donc, je dis juste que sur tous les pans, on nous demande un degré de perfection qui n'a aucun sens et qui nous épuise parce qu'il est inatteignable. Et donc, à force de nous donner des images inatteignables, on est constamment en échec. Et malheureusement, je pense que les magazines un peu à la con... qui te demandent ta routine beauté. Qui nous faisaient un peu culpabiliser avant, ont été transformés par une espèce de force monstrueuse que sont les réseaux sociaux, qui nous fait qui nous font beaucoup de mal. Donc, il faut arriver à se donner des objectifs... évidemment réalisable, sinon on explose, c'est la base, encore une fois, du bon sens. Donc je pense que personnellement, on a une pression aussi à cause d'Instagram d'être des perfect moms.
et d'avoir des enfants qui sont bien peignés, qui font 1000 activités, qui parlent 12 langues, qui sont polis, qui dorment. On sent dans le son de ma voix une tentative de message, d'imploration. Et je pense que voilà. Et donc déjà réussir sa vie personnelle, c'est un challenge. Arriver à construire un couple, rester dans la durée, élever des enfants. Moi, j'ai 3 enfants, donc de 3, 7 et 11 ans. Ils sont merveilleux, mais c'est terriblement demandant. Et je pense que je me mets évidemment une pression pas possible. Et donc, j'essaye de dire que, évidemment, j'essaye de faire au mieux, mais je fais ce que je peux. Et sur le pro, c'est pareil. C'est que de la même façon où on construit notre vie personnelle, on doit aussi construire en parallèle notre vie professionnelle. C'est un monde qui est extrêmement compétitif, qui est extrêmement exigeant. Et les deux sont souvent très concomitants, en fait. Sont très concomitants. Et donc, tu as 10 années, entre 30 et 40 à peu près, où tu construis ta famille et tu construis ta carrière. Et je pense que c'est difficile de faire les deux en même temps. Et donc, il faut arriver à être le plus sympathique possible avec soi-même pour passer entre les gouttes, quoi. Ça fait plusieurs fois à ce micro que je reçois des femmes entrepreneurs qui me parlent justement de burn-out, de santé mentale du dirigeant. Certaines ont clairement dit à ce micro qu'elles avaient fait un burn-out, qu'elles avaient dû être hospitalisées, et pas qu'une. Mais c'est absolument terrible. Mais mais c'est terrible. Enfin, franchement, et encore, je pense que c'est vrai qu'on n'en parle plus, c'est vrai qu'il y en a énormément, peut-être qu'il y a des chiffres qui vont sortir, d'ailleurs ce serait hyper intéressant de le faire, parce que je pense qu'on ne se rend pas compte, ce n'est pas un phénomène ponctuel, c'est vraiment un phénomène sociétal, je ne sais pas exactement si c'est partout, mais post-pandémie, les chiffres sur la santé des femmes étaient monstrueux. Et donc, je pense qu'il faut qu'on arrive à le prendre au sérieux. Mais bon, il y a quand même eu, ces dernières années, même des boîtes qui s'en sont quand même beaucoup... qui travaillent beaucoup autour du sujet. Il y a des boîtes comme Mocaker, il y a des boîtes comme Thiel. Il y a énormément d'envie de la part des RH, je pense, de prendre ce sujet en compte. Mais... on est un peu Bambi sur la glace, tu vois, parce que aujourd'hui, personne ne sait quoi faire. Tout le monde a envie de bien faire. Enfin, tu te dis pas quand tu es chef d'entreprise, je vais briser les gens que j'emploie. Enfin, tu vois, c'est terrible, c'est un échec terrible. Donc, je pense que les entrepreneurs, les fondateurs, tout le monde est un peu désespéré sur le sujet et a envie de bien faire, qu'on ne sait pas vraiment comment faire. Et donc, tout le monde a un peu sa petite tactique. On commence dans une logique d'échange entre pairs aussi à échanger énormément sur le sujet. Au sein de Sista, vous avez Au sein de Sista, on en parle énormément. Et je pense que justement, d'avoir des logiques aussi entre pairs, moi, c'est ce qui m'a sauvée. J'ai été portée... alors, au début, il n'y avait pas Sista, mais par exemple, il y avait le Galion, dans lequel auquel je suis très attachée. J'étais au board pendant 5 ans. Et c'est vrai que c'est un écosystème qui, moi, m'a fait un bien de fou. Parce que quand tu te rends compte que toi, tu te dis, mais c'est pas possible. En fait, en plus de ça, ce qui est terrible, c'est qu'on fait un spécial. C'est-à-dire que on a des enfants, oui, bon, on a un boulot, bon, on sauve pas des vies. Non. Et on est quand même un peu au bout de notre vie. Et donc, comment est-ce qu'on fait ? Donc, moi, je sais que, notamment, les communautés d'entrepreneurs m'ont énormément aidée. Le fait de pouvoir aller avec le Galion faire des breaks, on a fait des randonnées absolument extraordinaires où tu te vides la tête. Ça m'a fait vachement de bien. Et je pense que moi, c'est... tu vois, c'est mes pères qui un peu m'ont permis de passer ces étapes-là, j'allais dire dans la joie, mais franchement un peu, quoi. C'est aussi qu'on s'amuse pas assez. Enfin, tu vois, quand tu te retrouves acculé de problèmes à la maison et au boulot, je pense que tu as aussi besoin de lâcher prise. Et je pense que le fait d'être avec des entrepreneurs et de pouvoir lâcher prise, s'amuser, faire du sport, boire un peu, ça fait du bien. Souffler un peu. Au début de ton livre, tu parles des cicatrices. Tu parles de ton histoire familiale. Tu parles aussi ouvertement du cancer de ton mari. C'était important pour toi, justement, de passer ces messages qu'on a tous des cicatrices et qu'on n'est justement pas que des super-héros quand on est entrepreneur ? Complètement. Et c'est complètement dans cette ligne-là. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, à partir du moment où... on a toujours l'impression que les gens partagent... en gros, la vie, c'est, à mon avis, quand même, notamment dans l'entrepreneuriat, 90% de non pour 1% de oui. Et c'est hyper compliqué de s'attacher à ce 1% et de te dire, en fait, c'est ça qui compte, le reste, tu t'en fous. Et c'est cette mindset-là qu'il faut que tu arrives à trouver. Et en plus, quand tu as réussi,
les gens souvent oublient que tu as toi aussi eu 99% Bien sûr, évidemment, de... évidemment. La différence entre les bons et, je ne sais plus qui disait ça, entre les bons et les entrepreneurs, c'est que les bons, ils réessayent indéfiniment. Et je pense que c'est le fondateur d'IBM qui disait ça, pour augmenter son taux de réussite, il faut augmenter son taux d'échec. Ouais. Et donc c'est énormément d'échecs pour une réussite, et je pense qu'on n'a pas besoin de se dire que on fait tout parfaitement. Et donc de la même façon où j'ai pas 3 enfants qui sont extrêmement bien peignés, mais encore une fois ils sont merveilleux, on a tous des problèmes à affronter. Et donc la maladie fait évidemment partie des problèmes à affronter. Je pense qu'on est une génération où la grande tragédie, c'est les cancers qui touchent vraiment de plus en plus jeunes. Marie a effectivement été diagnostiquée d'un cancer à 35 ans. Donc c'est terriblement tôt, 35 ans, et on a passé 5 ans à ne rien dire à personne parce qu'on avait peur, je pense. On avait peur du regard, on avait peur de comment est-ce que ça allait être pris. Lui avait peur de la réaction de ses investisseurs, il avait peur aussi de la réaction de ses salariés. Enfin, la tech, c'est quand même un monde où il vaut mieux montrer qu'on est très très costaud et ne montrer aucune faille, parce que les failles sont souvent mal prises ou sont prises comme un signal faible de faiblesse. Alors que je pense qu'au contraire, la plupart des entrepreneurs sont des gens qui ont dû affronter un certain nombre de choses et donc ont créé leur résilience à travers cette adversité. Et donc j'ai voulu en parler parce que voilà, ça fait 5 ans, donc on a la chance d'être extrêmement rassurés, et je voulais juste en parler parce que je sais qu'il y a énormément d'entrepreneurs et d'investisseurs qui sont touchés, leurs familles sont touchées, ils n'osent pas en parler, et j'aimerais que ce soit un sujet dans lequel on arrive à collectivement prendre nos responsabilités d'employeurs aussi, parce que je pense qu'on aurait pu, nous, dire les choses différemment, faire les choses différemment. Et donc, si le fait de le dire peut aussi rassurer certains, je sais que depuis que le livre est sorti et que certaines personnes l'ont lu, j'ai eu énormément de messages sur le sujet. Oui. De moi aussi, mon mari, ou moi aussi personnellement, je ne l'ai jamais dit à personne, c'est une souffrance. Et donc, ce que je voulais, c'était juste... de libérer aussi. Ouais, enfin voilà, c'était pas... En plus, c'est assez délicat pour moi, parce que c'est très personnel. Ouais. Mais je me suis dit, ça vaut le coup de le dire, parce que la plupart des gens vont peut-être pas, faire attention. Et puis ceux qui sont touchés se diront, ah mais en fait, voilà, il y en a d'autres. Et donc, se sentir moins seul, c'est toujours une super solution. C'est vrai. Voilà. Et donc, c'est vrai que je parle aussi un peu de l'histoire de ma famille, oui. Parce que et des cicatrices en général, encore une fois, parce que on est un écosystème qui aujourd'hui doit rentrer dans une phase de maturité et affronter un peu ses démons. Et donc la santé mentale est un sujet, la parité est un sujet, et je pense qu'on arrivera là dans les 10 prochaines années à vraiment renforcer et tout ça si on arrive à affronter tous ces démons, ces maladies et ces zones qui sont pas évidentes à gérer, mais qu'il faut arriver à gérer. Le droit du travail l'a bien fait, et donc il faut qu'on prolonge ça dans des espaces où on peut parler de ces sujets-là. En tout cas, j'ai reçu plusieurs femmes à ce micro qui, lors de leur claque, je crois, ou de leur carte blanche, on dit à ce micro qu'elles avaient eu des difficultés, notamment pour devenir maman, qu'elles étaient engagées dans des parcours de PMA. Donc elles étaient cofondatrices ou fondatrices de boîtes, et qu'en fait elles n'en avaient pas parlé à ce moment-là. Et qu'avec du recul, bien sûr. Elles se disent j'aurais dû en parler aussi, parce que c'est aussi notre rôle de montrer l'exemple auprès de nos salariés, de montrer qu'on n'est pas des surfemmes aussi. Et puis c'est des choses compliquées à gérer dans le perso aussi. Et malheureusement tu laisses pas ton perso à l'entrée de ta boîte. Non, mais il y a un juste équilibre aussi. Je pense que c'est des sujets compliqués parce qu'on ne peut pas non plus se faire complètement grignoter. C'est-à-dire qu'en fait, le refuge... moi, j'adore me réfugier dans le travail. Et en fait, dans toutes les époques de ma vie où j'ai eu des difficultés aussi personnelles, ça a été un formidable endroit où me réfugier. Et donc, et t'as pas aussi... Enfin, après, c'est aussi une question de personnalité. C'est-à-dire qu'il y a aussi un certain nombre de gens qui ont besoin de l'accompagnement de leur employeur. Et il y en a d'autres qui, au contraire, sont ravis d'être incognito. Donc on peut pas faire du sur-mesure. Par contre, on peut avoir des grands, je pense, des endroits où la parole se libère. Oui, voilà. Enfin, faut que la parole se libère. Je pense qu'il y a des grands chantiers, des choses évidentes. Évidemment, le parcours, le fait de devenir maman et la maternité est un sujet fondamental.
qui malheureusement n'est pas du tout bien traitée, ce qui fait qu'après le deuxième enfant, les femmes quittent le monde du travail. Oui. Et ça, c'est dans tous les milieux. Après le deuxième enfant, il y a vraiment une déperdition monstrueuse. Donc, je pense qu'il faut que l'entreprise arrive à accueillir ces femmes pendant, les écouter pendant. C'est ce désir de maternité. Évidemment, après, je pense que les premières années avec un petit, c'est évidemment compliqué. Et plus on arrive à avoir, par exemple, des horaires flexibles ou du travail remote, plus on arrive à garder ces talents féminins. Et encore une fois, c'est important parce que plus l'entreprise grandit, plus c'est compliqué. Et on se retrouve après dans des situations où, en fait, on ne peut pas faire marche arrière. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui, ils sont 500. Et je discute beaucoup avec mes amis entrepreneurs qui se sont retrouvés franchement piégés dans ces logiques-là, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu venir. Ils se retrouvent avec... 90% d'hommes, aucune femme qui veut venir en mid-management, et donc leur boîte est franchement pas du tout au niveau en termes de valorisation et de potentiel, parce que c'est des environnements toxiques. Donc voilà, donc c'est des sujets sur lesquels il faut travailler. Il faut être en alerte. Il faut être en alerte, vigilant. Évidemment. Et je pense que moi, j'ai honte, par exemple, parce que donc j'ai eu 3 enfants, 3 grossesses. Et honnêtement, avec mon associée, donc Clara, qui a eu aussi 3 enfants, je pense qu'on n'a pas été des bons exemples. On a quasiment caché nos maternités, tellement on n'avait pas envie d'être stoppé à cause du regard sur nos maternités. Ouais. Et donc, on avait, je ne sais plus si j'en parle dans le livre, mais on avait une tactique qui était qu'on mettait des ponchos. Non, tu le dis pas, ça. Voilà, une exclusivité. On avait, non mais c'est très drôle parce qu'on avait des espèces de ponchos, et donc on mettait des ponchos et comme ça cachait. Et donc ça cachait, mais on n'a pas réalisé à quel point c'était absurde. C'est-à-dire que j'ai réalisé aujourd'hui, mais sur le coup je me disais mais en fait voilà, je fais un rendez-vous, j'ai pas envie qu'il croie. Ouais, mais c'est toujours le cas. Que je vais pas y arriver, donc je fais semblant de. Et donc c'est évidemment toujours le cas. Je pense un peu moins. Enfin, je pense que les choses vont pas changer en quelques années malheureusement. Il y a c'est toujours une question que se posent les femmes entrepreneurs, parce que comme tu disais très justement, on fait tout en même temps, c'est-à-dire tu as ta boîte qui se développe, puis c'est aussi l'âge où tu as tes enfants. Il se trouve que pour beaucoup, une grossesse tombe au moment d'une levée de fonds, tu commences ton roadshow ou tu es en fin de ton roadshow. Moi, je sais que j'en connais plusieurs qui me disent j'ai couru tout Paris parce que j'avais une interview et qu'il fallait justement que j'ai un haut où on ne voyait pas que j'étais enceinte parce que j'avais pas fini mon roadshow. Est-ce que je le dis? Est-ce que je le dis pas? Et ça, c'est toujours une question qui tourmente les femmes entrepreneurs encore aujourd'hui et qui savent pas comment bien gérer la chose. Ouais, mais je pense aussi qu'on a une responsabilité. Enfin, encore une fois, j'ai aucun conseil à donner parce que j'ai été une cata, donc ça serait un peu abusé de ma part. Mais je pense aussi qu'il faut assumer. C'est-à-dire que maintenant, moi, j'assume vachement les choses et je regrette de ne pas l'avoir fait avant. Mais je pense qu'encore une fois, plus on arrive à être un exemple, plus on arrive à faire bouger les choses. Et je pense que typiquement, enfin, moi j'ai une vision de ces sujets-là, du féminisme, de plein de choses qui est très particulière et je me retrouve pas dans la plupart des courants. Mais j'utilise quand même ces mots, j'utilise quand même cette voix parce que je suis sûre qu'au fur et à mesure, on arrivera à faire entendre une voix un peu différente. Et donc voilà. Donc je pense qu'il faut qu'on assume et plus on arrivera à en parler, à assumer, plus les choses vont changer. Et je pense qu'il faut aussi qu'on arrive encore une fois à ce que tout le monde réalise. Parce que tu dis ça, et c'est vrai que c'est des conversations entre femmes, mais c'est pas des conversations qui sont complètement dans l'espace public. Non, complètement. Et donc, une des premières choses à faire, c'est quand même d'arriver à déplacer ces conversations, parce que si elles sont pas dans l'espace public, l'espace public va pas pouvoir changer. Et donc, si c'est uniquement dans des espaces très féminins dans lesquels on échange entre femmes, je pense que c'est dommage. Donc, et pour te raconter une anecdote, il se trouve que j'avais une amie solopreneur, enfin considérée comme solopreneur, enceinte lors de sa première levée de fonds, et qui, une fois qu'elle a accouché, se remémore tout ce qui lui est arrivé en fait pendant cette levée de fonds. Donc, cacher qu'elle est enceinte, se faire un aller-retour de nuit parce qu'elle doit aller chercher un passeport, enfin des trucs absurdes que tu dois pas faire normalement quand tu es enceinte. Et elle me dit, j'ai vraiment envie d'écrire sur le sujet. Est-ce que tu crois que quelqu'un pourrait publier une tribune là-dessus sur en fait la difficulté quand tu es femme enceinte et que tu lèves des fonds?
Et donc là, j'active un petit peu mon réseau. Je ne citerai pas qui, mais la réponse qu'on a reçue, c'est un peu une niche quand même. Oui. Et là, je me suis dit, mais on n'est pas prêt à sortir de notre niche, en fait, bien sûr. si on ne donne pas de l'écho à ce genre de choses. Avant de passer à la prochaine rubrique, juste une dernière question. Dans le livre, tu dis que y a des écrits qui existent et des contes qui existent depuis des années, qu'on ne va pas changer non plus les contes qu'on lit à nos enfants. Qu'est-ce que toi, tu as envie de leur transmettre à tes enfants ? Je pense, j'ai eu la chance d'être élevée de façon vraiment paritaire et donc je ne suis pas hyper inquiète dans le sens où, encore une fois, mes parents m'ont finalement appris à rêver très grand. Ils ne m'ont pas vraiment expliqué comment y arriver, mais ils m'ont quand même donné la destination. Voilà, cette imagination-là. Alors, c'est pas rêver très grand, c'est rêver de ce que, de faire absolument ce que j'avais envie de faire. Et donc, moi, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est un fonds d'investissement qui allie entrepreneuriat et féminisme. Et c'est génial de pouvoir le faire. Je pense que c'est dur de lever un fonds de 100 millions sur le sujet. C'est le premier. Et finalement, je pense que je me suis donné les moyens de le faire. Et c'est ça que j'aimerais transmettre, juste de se dire, si tu as envie de faire quelque chose, que tu penses que ça va te faire du bien, ça va te rendre heureuse et ça peut avoir un impact positif pour la société, mais évidemment qu'il n'y a aucune barrière. Mais encore une fois, je pense que ça va quand même un peu mieux. Non, mais ça me perturbe ce que tu dis parce que en fait, je trouve que... En fait, j'ai une façon... Je ne sais pas vraiment, mais je pense que je me suis autodisciplinée sur ce sujet aussi, à voir les choses du bon côté. Mais c'est un peu bizarre, hein, mais je crois aussi au fait que la vie est un peu une prophétie autoréalisatrice. Et donc, plus tu vois la vie positivement, plus elle peut positivement être. Et donc, sur le sujet, j'avoue que j'essaye de pas trop... et c'est vrai que je zappe typiquement des conversations, WhatsApp. Je fais exprès de pas être dans des groupes, de pas lire des commentaires. Enfin, je me protège vachement sur le sujet. Parce qu'en fait, je pense que ça n'a pas d'effet positif sur moi. C'est-à-dire qu'au fond, c'est complètement déprimant. Enfin, on a toutes des anecdotes plus terribles les unes que les autres. On attend toutes, soi-disant, un MeToo Tech. Alors, Tremblay, je ne sais pas si ça va arriver ou pas, mais en tout cas, tout le monde en parle. Est-ce que les gens sont si terribles que ça ? Je ne sais pas. Moi, je sais que je suis entourée de gens absolument merveilleux qui ont envie que les choses bougent. Et c'est pour ces gens-là qu'on se réveille le matin et qu'on s'éclate en faisant des choses positives. Oh là là. Parce que c'est notre projet. Tatiana, si demain tu étais présidente de la République, quelle première mesure tu prendrais ? Alors, en ce moment, la situation de la France m'effraie totalement, donc je ne sais pas comment répondre à cette question, simplement. Alors, qu'est-ce que je ferais pour les... Tu peux rester dans ta spécialité. Mais oui, mais en fait, ce qui est terrible sur ma spécialité, c'est que ma spécialité, pour le coup, je pense que c'est plus l'entrepreneuriat que le sujet égalité. Oui. Parce que le sujet égalité, je ne l'ai pas étudié. Oui, je suis sur le terrain depuis un certain nombre d'années, mais je le fais comme un entrepreneur. Au final, je n'ai pas fait d'études de gender lens. Mais c'est peut-être ce qui te permet aussi de faire ce que tu fais là. Oui, bien sûr, mais au fond, je ne suis pas spécialisée sur les sujets, finalement, égalité femmes-hommes. Et j'apprends... Et je pense que c'est aussi ça, c'est que j'ai appris sur le tard un certain nombre de choses pour essayer de comprendre mon marché, puisque j'ai un nouveau marché, effectivement. Et donc, qu'est-ce que je ferais ? Je pense qu'il y a... on a essayé, donc à partir de 2018 avec Sista, d'être dans une logique de politique volontariste en se disant on fait une charte et on a des soft commitments. On se rend compte que les choses n'avancent pas assez vite. Et donc, ce que je ferais, c'est que j'irais explorer plus profondément le concept d'éga-conditionnalité. L'éga-conditionnalité, c'est un concept qui a été, je pense, imaginé par Brigitte Grésy au HCE il y a quelques années, qui est un mécanisme qui permet en fait de conditionner les subventions publiques à la logique de parité. Et je trouve que c'est un programme... C'est une idée assez exceptionnelle. Son exécution est compliquée, mais elle peut avoir lieu dans plein de secteurs, notamment le secteur du financement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as des financements publics, tu te dois
d'avoir une logique paritaire. Et donc, ça peut aller très loin, puisque les politiques publiques aujourd'hui dans la tech sont partout. Oui. À partir du moment où on lance des plans France 2030, extrêmement ambitieux, avec énormément d'argent, et c'est absolument génial, on peut très bien avoir une logique paritaire. Donc, dans France 2030, on aurait dû avoir un principe d'égale-conditionnalité. Dans le Next 40. Que j'allais dire. Peut-être que dans le prochain palmarès. Et je pense qu'ils font, franchement, enfin, la mission French Tech travaille beaucoup sur le sujet. Oui. Et c'est justement trouver les bons critères pour pas être complètement dans une logique de discrimination qui, franchement, est compliquée. Parce qu'on peut pas avoir des boîtes à des degrés complètement différents. Ça marche pas. Et donc, ils ont retravaillé pas mal les critères. Je pense que c'est important de retravailler ces critères. Mais que globalement, plus on conditionne les financements publics à une logique de parité, plus on arrivera à accélérer. Et je pense que le changement serait exceptionnel. C'est-à-dire que, à mon avis, en 2-3 ans, tu inverses complètement la tendance. Si la BPI, par exemple, investit dans un fonds sur 2 en France, si la BPI imposait une logique paritaire dans les équipes d'investissement, par exemple, en 5 ans, tu vois des changements. Ça change le game en 5 incroyables. Et les répercussions sur l'économie. D'ailleurs, tu dis que selon toi, dans les 100 prochaines licornes, une majorité sera portée par des femmes. Bien sûr, et financée par Sistafen. Bien évidemment, vous êtes bien parti pour. Je perds mes boutons. Voilà. Waouh! Bon, elle fait plus mal aux oreilles qu'en vrai. Je n'ai pas tapé, Tatiana, je tiens à dire. On a tous des claques pro, perso, qui nous ont fait un moment changer de paradigme, qui nous ont ouvert les yeux sur quelque chose. Laquelle, parce qu'on en reçoit tout le temps des claques en tant qu'entrepreneur, mais laquelle tu voudrais nous partager à ce micro? Alors, une claque dans le sens compliqué du terme. Comme tu veux. Quand c'est Olivier et Thomas qui hostent ce podcast, ils sont plutôt dans le sens là. Et moi, je dis qu'une claque, ça peut aussi être un truc hyper positif. Ouais. Donc, c'est comme tu veux. Je sais pas. Enfin, les claques, c'est aussi des moments... pour moi, c'est des moments qui te permettent aussi de sortir de ta zone de confort. Si tu es dans une zone de confort. Donc, je pense que j'en ai eu plein. En t'en citer une, je sais pas, par exemple, le fameux 2%, pour moi, était une claque. Ouais. En fait, vraiment, j'ai réalisé très tardivement à quel point on était dans un écosystème inégalitaire, alors que, encore une fois, moi, je l'avais porté fièrement. Et j'y avais aussi pas mal contribué. Et donc, je pense que d'avoir réalisé à quel point on était loin, a été pour moi une énorme claque. Et après, la deuxième claque, je pense, là récemment, c'est quand j'ai compris avec Sistafen qu'on allait être... Enfin non, mais je peux pas dire ça parce que c'est vraiment fou de dire ça, mais j'ai honte. Mais franchement, cet agrément AMF et ce fonds, enfin ça a fait quelque chose. C'est-à-dire que en fait, le fait donc on a lancé avec Isabelle Gallo, donc qui est mon associée sur Sistafen, on a lancé notre société de gestion et donc on a été agréé par l'AMF et là on a un fonds qui va bientôt atteindre les 100 millions et d'avoir réussi en fait ce challenge-là. Pour moi, était un peu une claque. En fait, ça me donne encore plus. Enfin, en fait, on a toute une ambition qui est démultipliée au fur et à mesure. C'est-à-dire que la première fois que j'ai levé 600 000 euros, j'étais comme une dingue. Je me disais, mais take the money and run. Enfin, c'est un truc de fou. Comment c'est possible que j'ai levé 600 000 euros? On était en 2010, 2009. Enfin, voilà. Et à l'époque, c'était un énorme montant. Oui. C'était Oleg Chelsov qui était quand même un entrepreneur hallucinant de cet écosystème, qui avait monté plein de boîtes, qui voulait mettre autant d'argent dans deux femmes entrepreneurs. Pour moi, ça a été une énorme claque. Et là, quelques années après, mon ambition a été démultipliée. Aujourd'hui, je lève 100 millions sur une thématique vraiment pas évidente. Et c'est une claque, en fait, d'y être arrivée. Je pense qu'en plus, je suis un peu amnésique. Enfin, c'est vraiment ma grande chance dans la vie. C'est que je me souviens plus trop des difficultés. C'est pour ça que je relance des trucs tout le temps. Comme les maternités. Voilà. Non, mais tu vois, les gens me disent, mais pourquoi tu fais autant de trucs et tout, t'es pas fatiguée? Je dis, mais si, je suis crevée. Mais en fait, je sais pas, j'oublie que ça a été difficile. Donc, je continue. Et puis après, je suis embarquée dans le truc. Et donc, voilà, c'est une force. Et donc, la claque, là, c'est de me dire que Sistafen atteint un vrai montant important qui va nous permettre de déployer et d'avoir un impact sur cet écosystème et qu'on va se lancer dans une série de fonds avec mon associé et que les 10 prochaines années vont être chouettes.
À n'en pas douter. J'ai encore 2 questions pour toi. La première, j'aurais voulu avoir ton avis sur la, entre guillemets, glamourisation de l'entrepreneuriat, où on peut se dire qu'il y a aussi une France à 2 vitesses, donc l'écosystème ici à Paris, et puis ceux qui voient d'un peu plus loin ce qui se passe. Comment tu l'envisages, toi, cette glamourisation d'entrepreneur ? Alors, c'est-à-dire, parce que pour le coup, moi, j'ai l'impression que ça a été le cas depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on est les entrepreneurs étaient un peu les nouvelles stars. Et moi, c'est ça qui m'a aussi donné envie, dans le sens où, avant, tu avais, je sais pas, c'était les grands intellos ou le BCG, ou enfin, chacun avait un peu ses rôles modèles ou ses envies. Et l'entrepreneuriat avec un Mark Zuckerberg a été évidemment très glamourisé. C'est ça que tu veux dire Ouais. Et la question, c'est... La question, c'est ton avis sur la mise en avant. Tu vois, par exemple, comme une émission comme Qui va être mon associé, par exemple, qui met en avant des talents entrepreneurs, alors des 2 côtés, hein, et du côté de ceux qui viennent chercher de l'argent et de ceux qui est le jury. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Je ne sais pas si c'est vraiment une glamourisation. Pour moi, c'est une démocratisation. Ouais. Tu vois, je le vois pas. Alors peut-être que moi, je suis vraiment une fervente, je sais pas, ambassadrice de l'entrepreneuriat comme forme de liberté. Et pour moi, encore une fois, je pense que c'est un univers dans lequel, aujourd'hui, en tant que femme, c'est assez génial d'être, malgré toutes les difficultés. Et donc, moi, par exemple, j'ai fait ce choix il y a 15 ans de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et ça a été évidemment hyper dur. Et en même temps, il n'y a pas une seconde où je regrette. Parce que c'est des espaces de liberté que tu ne peux pas avoir donc, dans le monde, pour moi, traditionnel. Et encore une fois, j'ai peu d'expérience en tant que salariée, donc je ne sais pas, mais moi, ça ne me correspond pas. Et je pense que ça ne correspond pas à énormément de gens. Et donc, de constamment, notamment dans les écoles, ne pas envisager l'entrepreneuriat comme comme une carrière est pour moi absurde, parce que notamment dans les milieux sociaux plus compliqués, ça peut être une chance. Et quand on parle d'entrepreneuriat, on ne parle pas que d'entrepreneuriat tech, on parle d'entrepreneuriat en général. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'ascenseur social est bloqué et qu'il n'y a plus du tout de mobilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, il faut 6 générations à un nouvel arrivant pour arriver au revenu médian d'un Français. C'est absolument pas porteur d'espoir. Et donc, moi, encore une fois, oui, je suis entrepreneuse dans la tech, mais ma famille a toujours été entrepreneur. Et à l'époque, on disait commerçant et c'était vachement moins cool. Mais globalement, pour moi, c'est une façon pour une femme, mais aussi pour les minorités, de ne pas s'être confrontée à la difficulté du monde entrepreneurial, du monde salarial classique. Et donc, je pense que c'est bien, encore une fois, si les gens entreprennent sans évidemment de faux... angélisent. Enfin, c'est hyper dur, mais comme dans tous les métiers, c'est dur de faire carrière. Est-ce que c'est plus dur aujourd'hui d'être une femme cadre qui, justement, veut gravir les échelons et a aussi énormément de difficultés pour gérer son emploi du temps, ou est-ce que c'est plus dur d'être une femme entrepreneur et galérer à lever des fonds ? Je ne sais pas. Mais moi, je préfère être une femme entrepreneur et je pousse ce chemin-là, parce que c'est un chemin auquel on ne pense pas assez dans les écoles. Il y a notamment une merveilleuse association qui s'appelle 100 000 entrepreneurs, qui a été lancée par Philippe Ayat, qui est vraiment géniale. Enfin, j'encourage tous les gens qui nous écoutent à s'inscrire à cette plateforme. Et en gros, c'est une plateforme. On va faire une petite formation qui dure quelques heures pour parler de l'entrepreneuriat. Et après, on va dans les écoles. Et on partage notre passion d'entrepreneuriat. Et en fait, voilà. Et puis surtout, c'est dingue. Enfin, moi, je sais plus, j'y étais il y a pas longtemps, où en fait, c'est une plateforme. Donc on se dit, voilà, là, on a tous du mal avec notre agenda, mais quand, par exemple, tu as la possibilité de dire, là, j'ai envie de le faire, hop, je book un créneau sur la plateforme, c'est hyper facile. Et que après tu te retrouves dans une classe et que tu as un shoot d'énergie, mais inimaginable, parce que tu as 30 gamins qui te disent mais comment ça t'as levé 600 000 euros. Bon, après, encore une fois, la tech, c'est un milieu très particulier. Donc... Mais je dis juste, ouvrir son restaurant, c'est super. Et c'est aussi une carrière formidable. Et c'est aussi une forme d'entrepreneuriat. Et c'est évidemment de l'entrepreneuriat. Et c'est peut-être plus doux que la vie d'entreprise pour certains et certaines. On arrive bientôt à la fin de cette émission. Et alors là, je pense que ça va être la question la plus difficile pour toi. Si toi, tu devais choisir une femme entrepreneur à mettre en avant, en lumière, donc tu as 2000 dossiers là, 2000 noms au moins devant toi, qui tu choisirais et pourquoi ?
Oh là là, c'est une catastrophe cette question. J'ai failli ne pas te la poser, mais je me suis dit que c'était pas... Non, il fallait te la poser aussi. Alors, je vais être obligée de répondre en plusieurs étapes. Vas-y. Alors, déjà, parler des entrepreneurs... Enfin, encore une fois, moi, je trouve qu'en tant qu'investisseur, c'est vraiment une chance d'arriver à rentrer dans une cap table. Parce que c'est une aventure unique. Et que quand tu laisses rentrer un certain nombre de personnes pour t'accompagner, il faut que ces gens-là soient à la hauteur. Et donc, je le prends très sérieusement. Et donc, moi, j'ai eu la chance d'investir là récemment. Donc, j'ai eu une activité de business angel pendant longtemps. Maintenant, je suis dédiée au fonds. Et donc, on a investi dans The Exploration Company, qui est une boîte qui a été lancée par Hélène Huby, qui est franco-allemande et qui fait de l'exploration spatiale. C'est une boîte absolument extraordinaire du fait qu'elle fait des propulseurs verts, mais aussi du fait que c'est des équipes les plus pluridisciplinaires et diverses de la tech, et ils arrivent aujourd'hui à faire des avancées absolument dingues. Ils ont signé récemment un contrat de 200 millions avec Axiom, et pour moi c'est un peu le Elon Musk démocrate et responsable, et donc il faut regarder The Exploration Company et Hélène Huby. Donc déjà ça, voilà, j'en ai cité une, mais je vais en citer plein d'autres. J'ai investi dans une société qui s'appelle Astran, lancée par Yosra Jaraya, qui crypte la donnée avant de l'envoyer dans le cloud, et une boîte qui s'appelle Underdog, donc de Claire Breton, notamment, enfin, qui a été montée par 3 femmes entrepreneurs, et qui fait de l'électroménager reconditionné. Tu te dis, en fait, pourquoi tu vas avoir un back market et un Vinted, mais pas un Underdog pour, évidemment, acheter en seconde main ton électroménager. Elles sont à Nantes et elles sont absolument dingues. On a investi... La liste continue. Ouais, je ne réponds. Non, mais peut-être. Enfin, voilà, et j'ai hâte de vous dévoiler, mais je le ferai pas. Notre prochain investissement qui est assez fou. Mais des femmes entrepreneurs, il y en a beaucoup. Elles sont plus exceptionnelles les unes que les autres. Je pense que si là, on me demande aujourd'hui d'en choisir une pour ne pas. Pour essayer de sortir sans frustration et sans créer d'impair, je citerai la nouvelle société de mon ancienne associée, donc Lara Ruirez. Lara a cette folie d'être aussi amnésique que moi, et donc de se relancer dans l'entrepreneuriat. Elle lance une société qui s'appelle Healthycare et qui s'attaque à la santé des femmes, et j'espère qu'elle pourra venir ici vous en dire un peu plus. Et est-ce que tu as une question pour Lara ? Comment tu fais pour avoir le courage d'entreprendre à nouveau ? Pour terminer cet épisode, est-ce que tu m'autorises à lire un passage de ton livre ? Bien sûr, ça me fait très plaisir. Alors j'y vais. Par leurs efforts, les femmes entrepreneurs démontrent que l'égalité est possible. Par leurs actions, elles mettent à bas les archaïsmes. Par leur présence, elles encouragent les futures dirigeantes. Une femme qui entreprend inspire l'égalité, la modernité, la sororité. L'égalité n'a que trop tardé. Il nous faut agir partout, tout le temps. Nous devons toutes et tous multiplier les actions pour créer un cercle vertueux de progrès. Il est temps d'abattre l'ensemble des barrières avec une même fierté. Et puisque le féminisme est une dynamique globale, l'égalité doit prospérer dans la vie personnelle, sociale, politique, mais aussi économique. Les femmes ont toutes les cartes en main pour entreprendre, et si vous tentiez l'aventure, au pire, ça marche. Merci. Merci Tatiana pour ce riche échange. Merci. Et on va suivre de très près l'actu parce que tu nous as fait des teasings que tu n'as pas pu complètement annoncer. Avec plaisir. Mais dans les prochaines semaines, et on va continuer de suivre attentivement Sista et de vous mettre en lumière dans chacune de nos interviews. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, à très vite. Feuille blanche. 40 nuances de Next.